On reste donc dans cette thématique de forecast, l'atout stratégique de la finance, modélisation, simulation, la finance au service de la stratégie. Vous allez voir, on va raconter un projet, j'avoue, assez dingue. C'est sans doute... Alors, il y a de belles histoires au cœur de l'ensemble de ces programmes qu'on vous propose sur Future of Finance. C'est peut-être une des plus impressionnantes. C'est Leïla Touat qui va nous la raconter. Bonjour Leïla. Bonjour. Vous êtes alors leader Financial Planning and Analytics pour Decathlon. C'est tout à fait ça. Et récemment, en plus, réélu, parce que c'est une habitude, marque préférée des Français, voilà, comme toujours. Olivier Pasquier, salut Bonjour. Olivier, country manager de Board, donc pour la France. Vous êtes évidemment au cœur de ce projet que va nous décrire Leïla. Leïla, on parle donc d'un outil de lecture de performance unique à toutes les composantes de l'entreprise Decathlon. Oui, tout à fait. La particularité de Decathlon est d'avoir très tôt essayé d'insuffler un esprit entrepreneur sur chaque couche managériale. Et donc assez naturellement, on s'est orienté historiquement sur un outil unique de reporting de la performance, de lecture de la performance et de son pilotage, de son forecast. Le projet a démarré... Attends, parce que quand on dit unique, il faut prendre la mesure de ce que ça représente. Decathlon, c'est du retail, c'est de l'industrie, c'est de la logistique, je ne la connaissais même pas celle-là, tu me l'as apprise, du développement, c'est-à-dire il y a des gars qui s'occupent d'immobilier en fait. Ah oui, tout à fait. On a du retail, de la supply, la production. Dans la production, on a des bureaux de production, on a de la conception pure. On est propriétaire à peu près de la moitié de notre parc de magasins, donc on a de l'immobilier, on a beaucoup d'équipes informatiques, on a des équipes services centraux, et chaque leader, chaque équipe est acteur de la stratégie globale, et donc doit s'inscrire dans l'exercice de reporting et de pilotage de cette performance globale, avec, bien entendu, chacun ses propres indicateurs. Et à ça, on ajoute que Decathlon est un groupe mondial. Ah oui. Mais oui, sinon ce serait trop facile. Decathlon parle chinois, Decathlon parle russe, Decathlon indien, non pas encore. Si, on est largement présent en Inde, sur le territoire indien, à Bangalore, à Delhi. On est présent sur à peu près 65 pays, en mélangeant l'activité de retail ou l'activité de production, parce que bien entendu, on a des bureaux de production un peu partout dans le monde. Et cet exercice, ce projet était particulièrement sensible du côté international, parce qu'on voulait que les opérationnels, toutes les équipes, s'approprient véritablement leur performance en utilisant leur langage. Et donc la subtilité de la langue était très importante pour nous. Donc on a choisi très tôt d'avoir une équipe projet avec des représentants de chaque pays. Alors, on va y aller, mais d'abord, Olivier, il y a assez peu d'équivalents pour un tel projet. Alors aujourd'hui pour Board. Voilà, sur le fond, effectivement, c'est quelque chose qu'on reproduit toutes les semaines, tous les mois. Par contre, effectivement, sur le volume d'utilisateurs et puis sur le fait chez Decathlon, on réconcilie par contre complètement toute la partie opérationnelle et la partie stratégique. D'avoir un seul ensemble, oui, c'est quelque chose qui est assez remarquable. Enfin, j'insiste là-dessus, pardon, mais il y a assez peu de groupes à l'échelle mondiale qui sont autant concepteurs, fabricants, que distributeurs, voilà, qui vont vraiment du end-to-end. Il n'y en a pas tant que ça, finalement. Donc, c'est ça qui est passionnant. Alors, allons-y. Comment est-ce qu'on sélectionne ? Alors, et en plus, je crois que vous vouliez un nombre assez réduit d'indicateurs, évidemment. Pour que ça marche, Leïla, il fallait une unification, y compris des indicateurs. Alors, sur la totalité du système, on a énormément d'indicateurs, mais chaque acteur, au sein du réseau, doit être face à un outil, une plateforme qui lui propose peu d'indicateurs, les indicateurs pertinents pour lui. Donc c'est vraiment de la personnalisation. On a bien sûr 2-3 indicateurs transverses parce que ça fait partie un peu d'une boussole sur l'ensemble des performances du groupe, mais le reste de la performance de l'activité doit se résumer sur quelques indicateurs évidents. L'indicateur doit couler de source pour l'opérationnel. Et quand on est logisticien, on n'a pas les mêmes indicateurs que quand on est directeur de magasin ou responsable IT. Alors, comment est-ce que vous avez mis en place ce projet ? Alors, le projet a démarré sur une obsolescence du précédent outil qui était vieux de 18 ans. Ouais, ça, c'est marrant, ça.
Parce qu'il y avait une sorte de peur du Big Bang, mais ça, on la retrouve dans cette session de Future of Finance, notamment sur le retail. Oui. Un nouveau système informatique qui dysfonctionne, bim, c'est les caisses qui dysfonctionnent. Et C'est 18 ans quand même pour modifier les outils. Oui, alors après c'est intéressant d'examiner pourquoi. Les 18 ans, effectivement, on a la peur du problème en cas de changement, mais on a aussi une volonté de ne pas perturber le geste. Beaucoup veulent de la transformation en finance, mais pour le voisin, pour le collègue, pas pour soi. Et il faut, lorsqu'on lit d'une transformation, parfois bousculer un peu les choses et provoquer le changement. Et donc, vous décidez de le faire, ce Big Bang, et là, il est fait par ce que vous appelez des profils architectes. Oui, pour vraiment construire un modèle de lecture de performance qui colle à l'ensemble de la chaîne de valeur du réseau, on a très vite pris le parti pris d'être à l'écoute du terrain. Donc, on a lancé une grande enquête sur les 65 pays avec des représentants de chaque métier concerné, donc des utilisateurs, des futurs utilisateurs de l'outil lambda, sans connaissance particulière, et un cercle d'architectes, des référents métiers, des seniors qui connaissaient particulièrement bien la construction de leur activité pour nous aider à déterminer les indicateurs pertinents, mais avec tout de même l'utilisateur lambda, pour ne pas aller dans la complexité. Parce que parfois, l'expert développe des choses très sophistiquées, mais trop compliquées. Voilà. Olivier, c'est bonne méthode, bonne pratique? C'est l'excellence de la bonne pratique. Moi, ça fait plus de 20 ans que je suis dans l'édition logicielle aujourd'hui. Et sur un projet, alors pilotage de la performance, mais tout projet de mise en place d'une solution, il y a 2 points, je trouve, qui sont très importants. C'est la qualité de la donnée et la conduite du changement. Et ces 2 points qui ont été très anticipés sur ce projet-là en particulier, et sur lequel il n'y a pas eu de souci. Oui. Et donc, ces profils architectes, c'est-à-dire l'idée, comme elle le disait, de marier celui qui est sur le terrain, mais sans connaissance particulière des difficultés digitales du projet, et puis celui qui, pour le coup, a les mains dans le cambouis, on va dire ça comme ça. Oui. Voilà, c'est les bonnes pratiques, c'est les choses qu'on voit assez peu au quotidien, mais qui, pour le coup, a très bien fonctionné. Beaucoup en parlent, mais peu le font. Mais oui. Moi, personnellement, mais on en a déjà parlé avec Leïla, je n'ai jamais vu effectivement un tel accompagnement sur la conduite du changement en particulier. On varie entre 4000 et 5000 personnes en utilisation. Mais on va y venir. Alors, mais allons-y tout de suite. Forcément, il fallait les accompagner, les embarquer pour leur créer un dashboarding de leur performance qui leur parle. Sinon, le changement n'allait pas être supporté. Alors, on a parlé de bonnes pratiques, les pièges à éviter. Alors, les pièges à éviter, il y en a beaucoup. Le premier, c'est de ne pas écouter le besoin. D'estimer que peu de personnes en centrale ont la connaissance ultime de la vérité, parce que dans une entreprise, il y a différentes vérités, parce qu'il y a différentes échelles de temps. La finalité recherchée n'est pas la même. Il y a des angles de vue qui sont différents en fonction des activités, donc il faut absolument oublier des vérités absolues. Il y a des différents prismes de lecture et il faut l'accepter. Le deuxième piège à éviter, c'est celui de ne pas être prêt à changer d'avis. Parce que dans l'expression du besoin, l'expression du besoin est exprimée par rapport à un environnement et à un historique. Et dès qu'on change d'outil et qu'on découvre un nouvel outil, on se rend compte que la façon de répondre aux besoins peut être complètement différente. Et donc il faut rester agile, il faut garder une certaine souplesse, être très très rigoureux sur l'expression du besoin, mais garder une certaine souplesse pour adapter le comment. Se concentrer sur de quoi j'ai besoin, pour quelle décision, mais finalement le comment y arriver, ne pas être trop rigide, parce que sinon on essaye de forcer un modèle dans un système qui n'est pas construit dans le mindset de cette façon. C'est profondément humain ce que tu racontes, Leïla. C'est on est aux frontières de la philosophie là. C'est ça qui est passionnant. La technologie, pour qu'elle marche, il y a un être humain en face.
Et tous les développements qui sont faits par rapport à un cahier des charges qui répond à un besoin humain. Donc pour que ce soit naturel et qu'on oublie la technologie, parce que c'est quand même le but c'est qu'on oublie le côté sophistiqué de la technique, il faut que les choses coulent de source. Et pour que ça coule de source, il faut que ça résonne, il faut que ça parle, il faut que ce soit simple, et donc s'adapter à chacun. Et le change management, ça c'est la dernière erreur, ne surtout pas attaquer le change management à la fin du projet, parce que c'est trop tard à la fin du projet. Il faut le penser au début, parce que la charge de travail est telle dans le cycle de la vie du projet que si on attaque le change management à la fin, il est déjà trop tard. Il faut déjà anticiper bien en amont quels sont les différents types de profils, dans quelle mesure leur quotidien va être modifié, à quelle date le geste qu'ils avaient l'habitude de faire va être modifié, quelles sont les populations qu'il faut particulièrement accompagner. Donc un prévisionnel très important et tenir les différentes étapes dans le temps. Exactement. Pour les tenir et savoir les ajuster. Parce que je vous avoue que je n'avais pas prévu d'avoir deux confinements Covid pendant le projet. Et puis, certes. Et ça s'est bien passé. Donc il faut tenir les jalons, mais il faut s'adapter. Il y avait de vrais risques. C'est une démo là, Olivier. C'est absolument passionnant. Hein. Et il y avait de vrais risques sur le projet, déjà parce qu'effectivement on partait sur un historique qui était long, on parlait 18 années, et qu'il y a certaines entreprises qui essayent de faire un peu un copier-coller de ce qu'ils avaient dans une nouvelle solution, justement surtout quand ça dure depuis 18 ans. Pour éviter qu'il y ait des ruptures trop fortes dans le métier, etc. Et c'est important justement ce que disait Leïla, hein, le mot agilité prend tout son sens, mais c'est vrai qu'ils sont un petit peu partis d'une page blanche, et puis qu'on a effectivement modifié notre approche sur la solution, hein, puisqu'on essaie de coller aux besoins de Decathlon, et puis parfois aussi Leïla disait non, ça on va le faire différemment parce qu'il y a quelque chose auquel on n'avait pas pensé auparavant, et donc on a modifié le développement en ce sens. Ce qui est alors un truc là aussi fondamental, c'est pas aujourd'hui, mais j'en sais rien, tu vas le savoir mieux que moi, sur les 5 dernières années peut-être de l'histoire des éditeurs et du logiciel. Il y a 5 ans ou il y a 10 ans, c'est l'utilisateur qui devait s'adapter au logiciel. Et maintenant, on le voit là, c'est-à-dire c'est vous qui devez vous mettre à la disposition des utilisateurs. Exactement. Et l'expérience, l'interface utilisateur, l'expérience utilisateur prend de plus en plus d'importance. Et à chaque fois, c'est du sur-mesure et c'est de la haute couture. C'est tout le temps du sur-mesure. On part, pas tout le temps, dans 90% des cas, on parle d'une plage blanche. L'intérêt de ça, un des intérêts forts, c'est effectivement que les utilisateurs se retrouvent dans leur solution et qu'ils adhèrent, puisque développer une plateforme qui, in fine, est rejetée ou mal comprise par les utilisateurs finaux, c'est un vrai problème. Donc le fait d'avoir quelque chose qui soit assez visuel permet d'embarquer un peu plus de monde. Donc t'en es où justement, Leïla, tu disais 5000 utilisateurs? Alors on surveille parce qu'on a beaucoup plus d'utilisateurs que prévu. Et ça, c'est un signe de succès. Bien sûr. On a récupéré beaucoup de managers, retail, de leaders d'agglomération, de région ou de directeurs de filiales en pays qui n'étaient pas utilisateurs de l'ancien système parce que beaucoup trop austère, beaucoup trop financier et qui avaient rejeté l'ancienne solution et délégué à leur contrôleur de gestion. Et là, on récupère ces managers qui se réapproprient la lecture de leur performance. Et ils en sont fiers, parce qu'il y a un aspect graphique et de data visualisation qui est assez sympa. Il y a de la couleur, on peut y ajouter des images, c'est son langage à lui. Et donc, le manager devient fier de sa performance et devient surtout autonome pour la débriefer avec ses équipes ou ses stakeholders. Et juste un mot, mais voilà, on est au bout, mais... On parlait du mandarin, du russe, etc. C'est-à-dire, il y a de l'appropriation culturelle. Sur cette data visualisation, forcément... pas tant que ça. Pas tant que ça. Non, pas tant que ça. C'est vraiment le bon sens business. D'accord. C'est la logique de l'activité qui prend le pas. On a vraiment beaucoup de différenciation par activité, par pays. On a de la différenciation par maturité de filiale. Ça, oui. C'est-à-dire qu'une filiale qui est... mature, qui est en position leader sur le marché avec une belle équipe très structurée,
peut se permettre d'avoir des choses très détaillées et va demander des analyses et des reportings très très détaillés. Une filiale en phase pionnière qui démarre dans le pays, on a plutôt des hommes orchestres qui font à peu près tout. Et donc là, on a des choses très macro, essentialisées, straight to the point. Voilà, c'est plutôt ça la différenciation. Mot de conclusion, Olivier ? Déjà, je remercie Leïla d'être présente. Et puis, encore une fois, c'est un projet qui est avec passion, quoi. Oui, c'est un projet qui est vraiment in fine, hein, puisque ça fait plus d'1 an maintenant que nous travaillons ensemble, et qui ne pouvait pas mieux se passer dans les conditions dans lesquelles, encore une fois, on parlait de confinement, dans lesquelles on était. Tout à fait. Magnifique histoire. Merci Leïla. D'autres histoires à l'occasion de cette édition de Future of Finance.